Nice 2 et fuite de données massives. Comment protéger vos collaborateurs et dirigeants face aux risques de fraude et d'attaques cyber? Et pour animer cette démo technique, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Monsieur Arnaud Gardin de la société Another Way. Monsieur Gardin, la parole est à vous pour une trentaine de minutes. Merci, bonsoir à tous et merci d'être présents encore pour cette fin de journée. Alors nous allons parler de Nice 2. Vous savez l'ensemble des éléments qu'apporte cette réglementation, notamment sur les obligations des entreprises pour se protéger en termes de moyens. Un élément qui est extrêmement important et pourtant assez peu visible, c'est une obligation par rapport à la protection des personnes en fonction des obligations des dirigeants également. Alors, l'axe que nous avons décidé de prendre, c'est de vous présenter ce qu'on est capable de faire aujourd'hui pour la protection des collaborateurs et dirigeants dans une actualité extrêmement dense de fuite de données. Je pense que tout le monde a entendu parler de la fuite de données sur France Travail récemment, correspondant à peu près 43 millions de personnes. Vous avez également entendu parler des fuites de données de Viamedis et Almeris. On parle de 33 millions de personnes qui seraient concernées. Donc ces fuites de données sont des éléments de sécurité extrêmement importants. Pourquoi ? Premier élément, vous connaissez les attaques cyber. 80 à 90% des attaques cyber s'appuient sur des vulnérabilités humaines. Que sont les vulnérabilités humaines ? Ce sont des données personnelles, ce sont des informations sur les cibles, sur les collaborateurs et dirigeants qui vont permettre de créer des scénarios crédibles d'attaque en ingénierie sociale. Donc 80 à 90% des attaques, vous avez les DDoS et vous avez les autres attaques qui passent par de l'ingénierie sociale. Un autre élément qui est extrêmement important et qui vous permet aussi de comprendre une clé de la recrudescence des attaques cyber. À l'autre bout de la chaîne, à la fin d'une attaque cyber, 55% des attaques cyber se traduisent par de l'extraction de données personnelles. Ce sont les chiffres de la DRSD. Donc vous voyez, vous avez une création de cercles vicieux, une spirale extrêmement négative qui sont exploitées par les hackers aujourd'hui pour des attaques cyber, des fraudes, de la manipulation, de l'ingénierie sociale. Alors à partir de là, la question est comment travailler sur un risque aujourd'hui mal identifié qui est l'ingénierie sociale et comment finalement briser cette spirale infernale des attaques, des fuites de données qui donnent de plus en plus d'attaques, de plus en plus de fuites de données. Nous avons travaillé au sein d'Another Way sur une approche, un processus qui va permettre d'engager une organisation sur la protection de ses collaborateurs et dirigeants. Alors, quand on parle des fuites de données, on parle de données personnelles. Quand on parle des collaborateurs et dirigeants, on parle de l'humain. Donc, c'est un sujet complexe, souvent plus compliqué à aborder qu'un ensemble de solutions purement technologiques que l'on peut déployer sur d'autres environnements. De notre côté, nous avons mis en place une approche qui va s'appuyer sur deux étapes. Deux étapes qui permettent de coller aux obligations légales de l'entreprise en termes de RGPD. Première étape, on va créer un tableau de bord de risque qui va permettre une évaluation des risques sur les collaborateurs et dirigeants de l'entreprise. Et on va voir comment on peut faire cette évaluation. Cette étape s'appuie sur l'intérêt légitime de l'organisation pour être conforme au RGPD. Deuxième étape,
la mobilisation des collaborateurs et dirigeants sur leurs risques liés à l'ingénierie sociale. Et là, on va s'appuyer sur un autre cadre juridique qui est le consentement RGPD. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de solutions ? D'abord, ce tableau de bord. C'est un tableau de bord vision attaquant. Le premier point d'entrée, les seuls points d'entrée, ça va être des données accessibles pour un attaquant. Si un attaquant souhaite cible votre organisation, il va prendre un nom de domaine. Il va prendre un nom, le nom de la société. Et donc, c'est ce que nous prenons. Et on va faire tourner nos algorithmes pour aller chercher de l'information à partir de ce nom de domaine. Autre possibilité, c'est de travailler à partir des adresses email professionnelles visibles depuis l'extérieur. Donc, on a les deux approches qui sont assez complémentaires, mais qui permettent d'avoir cette vision attaquant. À partir de là, notre tableau de bord va faire appel à des algos, une technologie OSINT pour aller chercher l'information sur les réseaux sociaux, sur les réseaux d'attaquants. Les réseaux d'attaquants, vous les connaissez, c'est non seulement le dark web, mais surtout le deep web sur lequel vous avez énormément d'échanges d'informations, de forums. Tout le monde a entendu parler de la fermeture du forum Logbit. Ça fait partie de ces forums d'échanges d'informations qui sont accessibles pour beaucoup et qui permettent de voir quelles sont les données à disposition des hackers. On va aller chercher de l'information et on va pouvoir qualifier, on va pouvoir faire apparaître toutes les personnes identifiées à partir de nos algorithmes. Donc, premier état, on va faire un scoring de 0 à 10 qui va permettre d'évaluer le risque. Ce scoring de 0 à 10, il est établi à partir d'un scoring de chaque personne qui aura été identifiée dans l'organisation. Si on regarde au niveau de chaque personne, ce scoring, il est établi à partir des données. On va chercher une soixantaine de données d'information, d'attributs d'identité pour reconstituer ce score. Ces attributs d'identité, ce sont le nom-prénom, la date de naissance, des adresses, des identifiants sur les réseaux sociaux. Énormément d'informations qui peuvent se retrouver, qui vont permettre de qualifier une personne, qui vont permettre de qualifier une empreinte numérique. Et clairement, plus vous avez de données sur une personne, plus vous avez ces informations visibles, plus vous faites, entre guillemets, involontairement de la publicité sur vous, et plus vous avez de chances d'être attaqué. Alors, dans ce tableau de bord, on va vous donner un scoring sur différentes méthodes d'ingénierie sociale, différents scénarios. On va en regarder deux ensemble, mais on va les citer tous. L'usurpation de compte, le phishing ciblé, le smishing ciblé, le contournement MFA ou le SIM swapping. Si on regarde comment ça va se présenter, pour l'usurpation de compte. Alors, l'usurpation de compte, bien entendu, on va qualifier les personnes qu'on aura identifiées en fonction de certaines informations, les cibles faciles, et après, on va voir les informations qu'on aura pu agréger. Quand on pense à l'usurpation de compte, bien entendu, c'est l'identification de l'email qui va jouer le rôle essentiel. Et si on est capable de le lier avec un mot de passe. Ça, je pense que c'est très simple. Et nous, on va être capable de voir tous les emails qui sont rattachés à un nom de domaine et éventuellement par rapport à des fuites de données, d'autres emails qui sont directement liés. Un exemple. Beaucoup de fuites LinkedIn ont donné lieu
a beaucoup d'informations sur le dark. Dans une fuite LinkedIn, vous avez l'email d'inscription, qui peut être un email professionnel, et vous avez un recovery, qui peut être un email personnel ou un deuxième email de l'entreprise. Ce qui permet de voir en un seul pivot déjà plus d'informations sur les points d'entrée possibles sur une personne et une organisation. Alors, sur l'usurpation de compte, on va avoir ces attaques directes. Et puis, on va avoir des attaques qui vont être plus indirectes. Comme je vous l'ai dit, on identifie les emails professionnels et certains emails potentiellement privés. Ces emails peuvent être visibles très rapidement sur des sites populaires, des sites Amazon, Spotify, Deliveroo, etc. Et on va pouvoir identifier la réponse du site en question et savoir si l'email est enregistré ou non sur ce site. Clairement, ça, ce sont des points d'accroche, des points qui vont permettre de viser une personne. Imaginez une assistante ou un assistant ou quelqu'un qui est en charge des achats qui a un compte Amazon. On va attaquer le compte Amazon plutôt qu'un compte dans l'entreprise pour éventuellement trouver d'autres informations, la carte de crédit par exemple de l'entreprise. Donc là, on est sur toujours une attaque directe mais indirecte par rapport à l'organisation. Troisième élément sur l'usurpation de compte, c'est une attaque totalement indirecte. Et là, l'important, c'est de faire apparaître d'autres éléments qui peuvent servir d'identifiant dans certains domaines. Je vais prendre un exemple. Vous avez dans vos organisations déployé des solutions SaaS. Solutions SaaS, si vous demandez une réinitialisation de votre mot de passe, il est possible, voire probable dans certains cas, qu'on vous demande un deuxième identifiant. Un identifiant fréquent et la date de naissance. Un autre identifiant, c'est potentiellement le pseudo ou l'identifiant de l'entreprise qui aura pu être détecté dans des fuites de données. Donc avec ces trois moyens, vous avez tout un tas de scénarios d'usurpation de compte qui peuvent se mettre en place. Un chiffre extrêmement important également sur l'usurpation de compte, c'est 19% des adultes aux États-Unis sont victimes chaque année d'usurpation de compte dans la vie privée. Et à l'issue, la moitié subissent des usurpations d'identité. Donc c'est dire l'ampleur du sujet qui aujourd'hui est très peu perçu dans les organisations et dans les entreprises. Maintenant, si on regarde un autre type d'ingénierie sociale, on va parler de phishing ciblé. Donc le phishing ciblé, je pense que vous connaissez tous. Un phishing ciblé réussi, on apporte beaucoup d'informations et on crée un phishing avec un phishing, par exemple, vous êtes inscrit sur Spotify, on connaît votre date d'anniversaire, vous allez recevoir un phishing qui vous ouvre un coupon le jour de votre anniversaire. Vous êtes tous présents ici au FIC. Vous allez avoir des connexions LinkedIn, des gens que vous allez oublier, qui vont vous dire « Écoutez, j'ai adoré ce que vous avez dit, notre conversation était extrêmement intéressante. J'ai moi-même fait une étude où je vous ai pris en photo. Cliquez ici sur le lien pour récupérer ce document ou cette photo. » Beaucoup d'entre nous, flattés dans leur ego, vont cliquer sur ce lien et LinkedIn n'est pas encore vu par tous comme un moyen de phishing standard. Or ça, lorsqu'on fait une recherche toujours sur le nom de domaine ou sur l'email professionnel, on va voir des gens qui sont inscrits sur LinkedIn ou sur Facebook, sur Insta, avec leur email professionnel. Ça peut vous paraître étrange, mais pour beaucoup, ça veut dire qu'ils ont vraiment très confiance dans leur RSSI
ils se disent qu'ils sont extrêmement bien protégés au boulot, plus que chez eux, et donc ils vont utiliser leur email pro. Alors, on peut trouver très rapidement, et vraiment en surface, dans les bases de données fuitées, ou même sur les réseaux sociaux, des informations à partir de l'email pro ou à partir du nom de domaine. On va même trouver des numéros de sécurité sociale. Alors, dans l'exemple, on n'en a pas montré, mais à n'en pas douter, les fuites via Médis et Almeris vont donner lieu à énormément d'attaques sur des comptes de mutuelles, sur des emails de l'ACTAM, etc. Un autre élément sur les phishing ciblés, bien entendu, c'est l'enregistrement sur des sites populaires. Et puis, des éléments géographiques. Vous avez tous sur votre compte LinkedIn un point d'ancrage. Vous allez annoncer votre ville, la région ou le pays. Le phishing ciblé va exploiter cette information-là. Vous allez avoir un coupon Amazon ou un coupon sur tel environnement limité à telle géographie. Et là, ça donnera un taux de succès encore plus important. Alors, une autre façon de voir aussi cette visibilité sur la géographie, où sont localisées, où sont annoncées les personnes, c'est qu'on peut découvrir aussi des personnes qui s'annoncent de la société et qui ont des géographies exotiques. On a notamment un client qui ne travaillait qu'en France, qui a découvert comme ça qu'il avait des agents commerciaux à Moscou, au Brésil et en Thaïlande. Bien entendu, l'objectif, c'est de créer des escroqueries, de faire de la fraude sous faux pavillon pour leur propre intérêt. Alors, comme vous le voyez, vous avez déjà, en termes agrégés, sur une organisation, beaucoup d'informations qui vont permettre de mesurer la surface d'attaque de votre organisation. Alors, je ne vais pas revenir sur la partie spear smishing, mais on comprend qu'en mettant le numéro de téléphone, on va faire des attaques sur WhatsApp, on va faire des attaques sur Signal qui commencent, et on va exploiter au maximum l'ensemble des autres informations qu'on trouve. Contournement du MFA, on va utiliser des informations multiples pour faire du contournement de MFA. Et juste un point sur le SIM swapping. Le SIM swapping, nous travaillons avec des banques. Pour certaines banques, ça représente 20% des fraudes bancaires. Vous avez un numéro de téléphone qui n'appartient pas à une flotte. Quelqu'un connaissant ce numéro va appeler votre opérateur, va lui dire « Je suis en vacances, mon adresse s'étend parce qu'il la connaît. Voilà, envoyez-moi cette carte SIM à ma nouvelle adresse parce que j'ai perdu mon téléphone, etc. etc. » 20% des fraudes bancaires. Alors, une fois qu'on a ça, on va pouvoir avoir un tableau des cibles faciles au sein de l'entreprise. Et l'objectif, ça va être de pouvoir accompagner ces personnes qui ont un score de risque très élevé. Ce scoring, il a été fait en analysant le cas de milliers de personnes qui ont eu des attaques cyber ou des fraudes bancaires. On est capable de vous dire qu'au-delà de 8 sur 10, vous avez des personnes qui sont à 130 km/h sur un chemin de terre sans ceinture de sécurité. Donc tout le monde n'est pas Sébastien Loeb. Donc c'est là qu'il faut prendre des actions spécifiques pour ces personnes et on va les accompagner. Alors j'en profite pour vous donner quelques informations sur comment on construit le scoring. Donc on va trouver des datas. On est capable de vous les montrer, de montrer le type de data. Est-ce que ce sont des credentials, l'activité professionnelle? Est-ce que c'est d'autres informations, type des informations financières, des IBAN ou autres? Et on va vous expliquer aussi le scoring. Clairement, dans l'usurpation de compte, le mot de passe est plus important. Une information de mot de passe est plus importante que d'autres informations qu'on pourra trouver. J'en profite pour dire que pour le mot de passe, gardez en tête que 53% de la population a le même mot de passe sur tous les sites. Donc le changer d'un compte professionnel, c'est bien.
il faut le changer sur tous ses comptes parce que l'attaque se produira sur le compte privé. Donc une fois qu'on a cette liste des personnes les plus exposées, on doit pouvoir accompagner les équipes et les collaborateurs et les dirigeants. Alors il y a des messages génériques qu'on peut pousser vers tout le monde. Faites attention à vos réseaux sociaux, vers le support, ne plus utiliser la date de naissance, mettre en place le MFA, etc. Ça, ce sont des messages génériques qui passent déjà et beaucoup d'entre vous mettent déjà en place ces stratégies de protection. Mais clairement, ce n'est pas suffisant pour aller à la rencontre des personnes et les mobiliser sur leur empreinte numérique, sur les risques d'ingénierie sociale qu'eux peuvent rencontrer dans la vie de tous les jours. Alors c'est pour ça qu'on a mis en place une application, une web app individuelle qui est chiffrée, qui permet de voir des résultats uniquement pour la personne en question. Et chaque personne va voir son propre tableau de bord d'informations visibles par un hacker. Et là, vous êtes dans le domaine, en termes de... Il y a un consentement RGPD qui est recueilli initialement et la personne voit ces informations. Donc, première réaction, les personnes sont touchées, elles sont impliquées. On passe au-delà de le awareness classique, la sensibilisation classique, puisque là, on parle de leur vie privée, de leur vie professionnelle et de leurs informations personnelles. Alors, on va expliquer quelles sont les sources d'informations. Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux? Est-ce que ce sont des fuites d'informations? Quel type de fuite d'informations? On va donner vraiment beaucoup de contexte afin qu'il y ait une compréhension réelle de la menace. Et ensuite, on va donner quel type d'information exacte on voit. Est-ce que c'est un email pro? Est-ce que c'est un email perso? Dans quelle fuite c'est apparu? Pour pouvoir se mettre à corriger et à travailler sur l'ingénierie sociale. Deuxième étape, ce sont les actions à prendre. Donc, la personne, une fois qu'elle a mesuré et évalué son risque, elle va pouvoir prendre des actions. Alors, il y a des éléments qui sont de l'ordre de la prudence. Mais lorsque vous avez vu vos propres données, vues par un hacker, la prudence devient beaucoup plus naturelle que si on vous parle d'un sujet théorique. Donner un exemple sur, voilà, on voit mes photos Facebook. L'action qu'on va proposer, alors l'application ne prend pas l'action, mais l'action qu'on va proposer, après une explication, ça va être un tutoriel qui va permettre de configurer correctement sa vie privée avec Facebook. Donc comme vous le voyez, à chaque fois, on amène la personne à réagir et à se protéger. Alors il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est la fusion, l'interpénétration de la vie privée et de la vie professionnelle. On en a parlé. Là, l'objectif, ça va être que chaque personne se saisisse de l'outil pour se protéger dans sa vie privée. Et on va lui permettre de mettre son email perso, son téléphone, ce qui vont permettre à nos algorithmes d'aller chercher plus d'informations et de proposer plus d'actions de protection par rapport à de l'ingénierie sociale. Et là, on est réellement dans le sujet essentiel, vie privée, vie professionnelle. Vous cliquez sur un lien malicieux sur Yahoo, sur votre poste de travail professionnel, vous en connaissez les résultats sur l'organisation. Donc, l'intérêt, là, on est dans une application individuelle, on a le consentement RGPD et les personnes vont prendre des actions.
Alors, il y a un autre point extrêmement important, bien entendu, c'est qu'on va être capable de donner en centrale des informations sur l'utilisation de l'application. On ne va pas remonter d'informations tel yahoo.fr a été identifié. On va vous dire, ben regardez, vos utilisateurs, ils mettent des informations personnelles. Et ça, c'est un taux d'adhésion extrêmement important sur l'utilisation de l'application et la volonté de se protéger dans sa vie pro et dans sa vie perso. Autre élément, c'est est-ce que les gens prennent des actions? Est-ce que les personnes prennent des actions? C'est globalement votre taux de, vos CVE et le nombre de patchs à déployer. Vous avez une visibilité sur l'évolution des actions qui sont prises et globalement de la baisse de risque pour les personnes qui sont protégées par l'application. Donc ça vous permet de voir finalement l'ensemble du processus. On part d'une surface d'attaque de l'organisation à partir d'éléments de l'organisation. Et ensuite, on va vers la vie personnelle et professionnelle de chacun pour se protéger soi-même, son organisation et l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui en soulignant un point extrêmement important. Alors moi, je suis relativement jeune dans la cyber. J'ai 25 ans dans le domaine. Quand j'ai commencé, le sujet, c'était les chevaux de Troie. Les chevaux de Troie, si vous remontez un peu plus loin, pour Ulysse, ça a été la première manipulation, la première ingénierie sociale sur Troie. Le résultat, vous le connaissez, mais globalement, c'est un exemple extraordinaire de manipulation, d'ingénierie sociale. Ça veut dire aussi que la sécurité des systèmes d'information, ne l'oubliez jamais, commence par cette manipulation, par vraiment l'ingénierie sociale. Et nous espérons, et nous le faisons avec, aujourd'hui on a plus de 80 clients en France et nos premiers clients au Canada, nous participons à cette prise de conscience avec des outils bien entendu techniques, mais en remettant l'humain au centre dans la protection de l'organisation.